Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus pour une édition spéciale consacrée au tourisme et qui nous emmènera d'un bout à l'autre de la planète. C'est parti. Et c'est en Amérique latine qu'on démarre ce tour du monde. Le 14 août dernier, le drapeau américain flottait de nouveau à La Havane. Événement historique, la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Cuba met fin à 54 ans de gel diplomatique et promet de redynamiser l'industrie du tourisme. L'affluence a déjà amorcé une nette poussée ces derniers mois, mais l'île est-elle capable d'absorber plusieurs millions de nouveaux visiteurs? Élément de réponse avec Anthony Lesme. Le drapeau américain flotte de nouveau à La Havane, une réapparition historique à laquelle a assisté John Kerry. Jamais depuis 1945, le premier chef de la diplomatie américaine n'avait foulé le sol cubain, un symbole de la réconciliation entre les deux pays. Nous sommes persuadés que le temps est maintenant venu de nous rapprocher, deux peuples qui ne sont plus ennemis ni rivaux, mais voisins. Si l'embargo économique imposé par Washington n'a pas encore été levé, il a été assoupli. Et la première conséquence visible de ce rapprochement, l'afflux de touristes sur l'île de Cuba. La croissance du secteur est impressionnante, plus 15,9% au premier semestre par rapport à l'année précédente, 4 fois la croissance du reste de l'économie. Le business est bon, surtout maintenant qu'il y a plus de tourisme. Avant, c'était difficile en basse saison. Mais cette année, ça va mieux. Il y a plus de clients. On dirait bien qu'avec le rapprochement avec les États-Unis, plus de touristes viennent. Les Américains, auparavant peu nombreux, viennent davantage, plus 50% en un an. Les Européens se précipitent aussi, notamment les Français, plus 28,5%, ou les Britanniques, plus 27,5%. Pourtant, l'arrivée de ces nouveaux voyageurs n'est pas toujours vue d'un très bon œil. S'il y a beaucoup de touristes et peu d'hôtels, ça va peut-être faire monter les prix. Il n'y a pas encore d'infrastructure pour ça. C'est possible que dans les prochaines années, il y ait un investissement et que de nouveaux hôtels soient construits. Plusieurs projets immobiliers ont déjà débuté. Il y a notamment le groupe industriel français Bouygues qui envisage de construire 2 hôtels en front de mer à La Havane. Une ruée des investisseurs étrangers, mais qui pourrait changer le visage de Cuba. Les touristes étrangers arrivent en pensant qu'il y aura dès demain un McDonald's ou quelque chose comme ça. Vraiment, je dis que non. Je ne pense pas qu'il faille se dépêcher de venir ici. Le changement prendra du temps, ça se passera naturellement et d'une manière qui convienne aux Cubains. Le touriste a déjà rapporté 2,6 milliards de dollars en 2014. Un secteur essentiel pour les rentrées en devises, les investissements et peut-être, si les richesses sont bien réparties, le bien-être des habitants. Des habitants qui sont les premiers concernés. Allez un peu plus au sud. Pourquoi ne pas mettre à profit vos vacances pour faire un peu d'activité et profiter des vignobles de Mendoza? En Argentine, les vendanges ont un aspect convivial. En revanche, ne vous attendez pas à un salaire mirifique. Le pays est en crise et sa monnaie surévaluée ne permet pas aux exploitants d'envisager de bonnes perspectives à l'export. Reportage sur place. Daniel répète ses gestes 10 heures par jour en ce moment. Ce retraité originaire de la Creuse de 64 ans est un habitué des vendanges. Mais cette fois, c'est dans la région de Mendoza, en Argentine, qu'il a choisi de faire la récolte. C'est plus familial, c'est convivial, c'est une famille. C'est une famille. Et plus, parce que je vous dis, en Touraine, en Champagne, on est 50. Alors bon, on se côtoie bien sûr, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas le seul étranger de cette exploitation vinicole. Français, Américains ou Suisses, ils sont venus à Mendoza pour prêter main forte en cette période de vendange. Ils reçoivent à peine $1 par caisse de raisin, mais sont nourris et logés sur place. L'aide de ces étrangers est précieuse. Il faut pallier le manque de main-d'œuvre locale. Selon les propriétaires français de cette exploitation, de moins en moins d'Argentins viennent vendanger. Avant venaient les gens du nord de l'Argentine pour nous aider. Aujourd'hui, ça leur coûte trop cher le voyage et ensuite, le coût de la vie ici ne leur permet pas d'économiser sur ce qu'ils gagnent pour repartir. Et quand ils reviennent chez eux, ils ont perdu leur plan de travail, qu'on appelle, mais leurs aides, et ils sont obligés de tout Donc il y a pratiquement plus de personnes qui viennent du nord pour nous aider. L'activité en ce moment n'est pas aussi florissante que ces vignes. Avec l'inflation et le peso argentin surévalué par rapport au dollar et à l'euro, les exportations de vin argentin ont baissé. Il faut quand même que le chiffre d'affaires permette à l'entreprise de continuer à fonctionner. Et vraiment, en ce moment, on est à la limite.
Les vendanges, vacances ou tourisme de cueillette attirent de plus en plus d'étrangers dans la région depuis quelques années. Un phénomène à la mode qui permet aux petits viticulteurs de s'en sortir. Voilà, des producteurs sauvés finalement par leurs employés. Changement de continent et une autre situation étonnante. Un pays qui se méfie de ses touristes, certains d'entre eux en tout cas. On part en Thaïlande où l'attitude des visiteurs chinois peut parfois choquer la population. Problème culturel, mais les autorités thaïlandaises tentent de minimiser le phénomène car cette clientèle dépensière venue de l'Est fait du bien à une économie en panne de croissance. Regardez. Ils sont tous les ans des millions à visiter ce célèbre temple blanc dans le nord de la Thaïlande. Parmi eux, une grande majorité de Chinois. Mais une polémique a éclaté en début d'année quand le propriétaire a voulu leur interdire l'accès du temple pour des raisons d'hygiène et de non-respect des coutumes locales. Des manquements au savoir-vivre qui sont souvent reprochés aux Chinois, notamment sur les réseaux sociaux thaïlandais. Je ne pense pas que la plupart des Chinois ont de mauvaises habitudes, mais peut-être que certains ne connaissent pas les habitudes locales. En 2014, plus de 4,5 millions de Chinois ont visité la Thaïlande. Il devrait être plus de 6 millions cette année. Pour ce guide touristique qui travaille uniquement avec de la clientèle chinoise, les critiques sont exagérées. Parfois, ils ne sont pas très bien organisés, mais il n'y a vraiment pas assez d'espace pour tous les visiteurs. Pour arrondir les angles, la Thaïlande a édité des milliers de manuels de savoir-vivre en langue chinoise. Un petit guide du bon touriste en Thaïlande, distribué auprès des tours opérateurs, mais aussi dans les consulats et les ambassades. Le manuel est à la fois en chinois et en anglais. Il explique que quand ils viennent en Thaïlande, ils doivent apprendre que les Thaïlandais ne se touchent pas la tête. Nous ne parlons pas fort dans les lieux publics, nous enlevons nos chaussures dans les temples, nous avons aussi une façon particulière de nous saluer. Nous sommes polis et nous respectons les files d'attente. Le tourisme est une source de revenus cruciale pour la Thaïlande. Il représente 8,5% de son PIB. Pas question donc de négliger les touristes chinois et les 5 milliards d'euros qu'ils rapportent chaque année. On comprend bien les enjeux. Et on va rester en Asie, autre pays qui se verrait bien lui aussi terre de tourisme. Mais après 15 ans de conflit, d'insécurité, l'Afghanistan peine à attirer les voyageurs. Pourtant, les paysages qu'il propose sont uniques, comme par exemple dans la province de Bamiyan, qui mise sur une relative stabilité sécuritaire pour séduire les amoureux de lacs et de falaises. Reportage. Un joyau au cœur de l'Afghanistan. Le lac de Bandé Amir est l'un des trésors de la province centrale de Bamiyan, Eldorado des routards étrangers dans les années 70. Non loin de là, les montagnes qui abritaient les 2 Bouddhas géants dynamités par les talibans en 2001. Depuis, Bamiyan a été largement épargné par le conflit qui mine le reste du pays. La première chose qu'on ressent, c'est la sécurité. C'est tellement paisible. N'importe qui peut se promener, de jour comme de nuit, homme ou femme. Mais les visiteurs comme lui sont rares. Car Bamiyan est entouré de provinces infestées de talibans. Entre les risques d'embuscades sur les routes et les petits avions peu fréquents, difficile de venir ici. Le nombre de touristes a fortement chuté ces dernières années. Les commerçants s'adaptent et visent désormais la clientèle locale. On est inquiet pour notre futur parce que les terroristes ont multiplié leurs refuges en Afghanistan. Si le gouvernement ne fait rien, nous ne nous sentirons pas en sécurité. Même préoccupation pour les professionnels du tourisme comme Mohamed Ibrahim. Les touristes étrangers sont très importants pour l'Afghanistan et pour Bamiyan. Mais pour le moment, à cause de ces problèmes de sécurité, nous nous concentrons sur les touristes afghans. Ils ne se préoccupent pas trop des problèmes sécuritaires en Afghanistan. Selon lui, 1 millier de touristes afghans visitent Bandé Amir chaque semaine en été. La ville de Bamiyan a été désignée capitale culturelle d'Asie du Sud cette année. Un coup de pouce au tourisme pour cette province qui rêve de dévoiler ses trésors au reste du monde. Des images superbes. On poursuit avec l'Égypte, au carrefour entre Moyen-Orient et Afrique. Le pays des pyramides est lui aussi confronté à de graves défis sécuritaires. Le secteur du tourisme y est vital, 11% du PIB. Un chiffre, plus 4,5% l'an dernier pour le nombre de visiteurs sur un an. C'est encourageant. Les autorités espèrent une tendance durable après 3 années d'incertitude. Daniel Roth et Anthony Lesme. À la suite des printemps arabes, le secteur touristique des pays en révolte s'est effondré. Ce fut le cas notamment en Tunisie et en Égypte. Le tourisme, priorité du nouveau Raïs al-Sisi, semble désormais reprendre des couleurs.
Depuis 2013, la progression des recettes touristiques serait de 27%, soit un gain de 7,5 milliards de dollars. Le tourisme au cours des dernières années, comme vous le savez, a beaucoup chuté par rapport à 2010. Cette année-là, nous avions enregistré la venue de 14,7 millions de touristes. Ce chiffre est tombé en 2011 à 9,8, puis a augmenté de 11,5 à 12, puis descendit de nouveau à 9,5. Et ce nombre a atteint les 9,9 millions l'année dernière, une augmentation d'environ 4% selon le ministère. De bonnes nouvelles, mais encore insuffisantes pour un pays touché par un chômage supérieur à 13%. Les années de la Révolution, l'instabilité politique et la violence ont marqué le pays. Le Sinaï abrite toujours des groupes djihadistes, une menace continue pour le pouvoir. Si globalement la situation sécuritaire au Moyen-Orient inquiète les potentiels touristes, le nombre de visiteurs est en croissance ainsi que les dépenses par touriste. Regardons les résultats. Je vais les commenter parce que beaucoup d'entre vous disent que le nombre de touristes n'a pas d'importance. Ce qui importe est notre revenu du mouvement touristique. Eh bien, il y a un net progrès dans les résultats en 2014 par rapport à l'année 2013, notamment parce que la dépense moyenne a augmenté. En effet, les chiffres semblent être en faveur de l'Égypte, mais l'histoire n'est pas terminée tant que le pays n'atteint pas dans le temps une stabilité dans une réalité géopolitique orageuse. Un pays sous une menace constante, beaucoup plus au nord maintenant. Depuis un an, les Ukrainiens sont privés de la Crimée, désormais rattachée à la Russie. Elle était avant le conflit une destination de référence pour leurs vacances. Du coup, c'est à Odessa qu'ils se tournent aujourd'hui pour profiter des plages de la mer Noire. Et malgré la grave crise économique, les hôtels de luxe ont fait le plein cet été. Johanna Citruc. Une piscine avec vue panoramique sur la mer Noire, en plein cœur d'Odessa. Dans cet hôtel de luxe, une chambre coûte près de 300 € la nuit. Un prix exorbitant pour l'Ukraine, où le salaire moyen dépasse à peine les 170 € par mois. Pourtant, l'établissement affiche complet. Avec les enfants, il vaut mieux aller à Odessa ou dans les Carpates. Mais dans les Carpates, il n'y a pas de mer et le service à Odessa est peut-être un peu meilleur. Nous sommes jeunes, nous avons toute la vie devant nous. Nous voulons profiter des restaurants, des boîtes de nuit. Si cet été, Odessa a un tel succès, ce n'est pas uniquement grâce à ses restaurants et ses boîtes de nuit. C'est surtout parce que les Ukrainiens n'ont plus accès à la Crimée. Depuis mars 2014, la péninsule est annexée par la Russie. Les salaires en Ukraine n'ont pas augmenté et le tourisme intérieur va se développer car ce n'est pas trop cher. Nous avons une nature superbe. Si les hôtels et le niveau du service s'améliorent encore un peu pour correspondre au niveau européen, ce serait parfait. Et à cause de la dépréciation de la monnaie nationale, passer des vacances à l'étranger est devenu quasi impossible pour la plupart des Ukrainiens. En un an et demi, la hryvnia a perdu environ 2/3 de sa valeur face au dollar. On peut utiliser le terme de boom. Nous, les tours opérateurs, nous avons prévu une hausse de la demande pour le tourisme intérieur. Cela s'explique tout simplement par le fait que l'économie ukrainienne ne donne pas de signaux positifs aujourd'hui et que les gens attendent avec anxiété la façon dont la situation va évoluer et préfèrent économiser sur leurs vacances. Revers de la médaille, cet afflux de vacanciers a fait bondir les prix. Alors qu'Odessa était autrefois bon marché, certains appartements se louent 3 fois plus cher que l'année dernière. Et pour finir, cap sur l'archipel portugais des Açores et ses décors de rêve. Une destination devenue récemment abordable grâce aux compagnies aériennes low cost. Mais entre les recettes touristiques et la sauvegarde de la nature, faudra-t-il bientôt choisir? La tendance écolo s'est en tout cas déjà imposée. Regardez. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le tourisme des Açores. Depuis mars dernier, les compagnies aériennes low cost sont autorisées à s'y poser et le résultat a été radical. En seulement 2 mois d'activité, 33% de passagers supplémentaires par rapport à l'année dernière sont venus visiter les Açores. Écoute, c'est simple. Jusqu'à présent, il fallait compter 300 € rien que pour l'avion entre Lisbonne et Ponta Delgada. Aujourd'hui, cela nous coûte 300 € pour la totalité du week-end. Grâce à ces tarifs avantageux, on attend plus de 500 000 nouveaux visiteurs par an. Une aubaine pour les touristes, mais un risque potentiel pour le fragile équilibre écologique de ces îles. En termes de gouvernance politique, il faut que l'on arrive à gérer cette nouvelle phase de développement du tourisme. Car ce que nous observons très souvent dans les destinations qui sont confrontées à un tourisme de masse, c'est que les attraits touristiques finissent par se dégrader et à se retrouver menacés. Pour cette seule année aux Açores, ce sont 21 projets d'hôtels et 1800 lits qui attendent une autorisation de construction. L'Eco Beach Resort est le dernier né de ces hôtels. Construit en matériaux écologiques comme le liège ou la pierre de lave, il a ouvert ses portes début juin.
Ryanair et EasyJet sont deux compagnies qui font d'énormes promotions sur la destination des Açores, car elles ont besoin de passagers pour rentabiliser leur trajet. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui communiquent sur les Açores, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Communiquer sur les Açores et sur leur essence même, une destination écologique fantastique au niveau mondial. Avec 35% de recettes hôtelières en plus pour ce début d'année, le tourisme écologique aidera à coup sûr l'économie locale. Mais le défi reste grand de préserver la nature des Açores face au risque du tourisme de masse. Voilà, et c'est sur ces images que se referme cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient très vite sur i24 News et vous retrouverez nos émissions sur notre site www.i24news.tv. Vous nous suivrez aussi sur Twitter et Facebook et l'information continue. Restez avec nous.